Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire de formation à OpenRecostar. Donc, webinaire que l'on relance, puisqu'il y en a eu déjà quelques-uns, il y en a eu 3 donc, au printemps. Donc, toujours disponible, bien sûr, sur YouTube. Alors, peut-être avant de commencer, quand même, quelques présentations de qu'est-ce qu'on va dire dans ce webinaire, qu'est-ce que c'est réellement, et à qui il s'adresse surtout. Donc, il s'adresse avant tout aux personnes qui aujourd'hui produisent des PGOC ou des récostars sur la partie réseau de distribution. On peut faire des récostars sur la partie éclairage public, mais là, on va quand même spécifiquement parler de réseau de distribution. Si vous avez envie aussi d'utiliser, si vous projetez d'utiliser OpenRecostar, donc l'outil pour faire du récostar basé sur QGIS, donc évidemment, si vous travaillez avec une solution qui peut produire des récostars actuellement, qui est payante, comme Atlas ou Topocalc ou un autre concurrent, eh bien, voilà, il n'y a pas forcément d'utilité à suivre ce webinaire aujourd'hui. C'est bien d'avoir un minimum aussi de compétences, de connaissances sur QGIS pour poursuivre les informations de ce webinaire. Sinon, vous risquez d'être peut-être un peu perdu, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, vraiment formation de base sur QGIS, les principes de base sur le logiciel pour pouvoir bien suivre. Et puis, bien sûr, pour tous les curieux qui sont intéressés par ces solutions-là. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler dans ce premier webinaire de cette nouvelle série? Eh bien, on va refaire une petite introduction au Recostar, si on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. On va parler un petit peu quand même de l'outil QGIS sur lequel on base OpenRecostar. Et puis, on va parler un petit peu donc, du format GML, de l'import et la lecture d'un fichier GML, puisque les Recostars sont basés sur le format de fichier GML. Quelques éléments sur l'utilisation d'OpenRecostar et notamment les nouveautés qu'il y a pu y avoir depuis le printemps et bien quelques exemples, quelques déclinaisons sous forme de cas d'usage, de cas de modélisation d'ouvrage. Alors, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est le Recostar. Alors, c'est en fait un récollement basé sur le standard StarElec. Donc, c'est-à-dire que le lever de fin de chantier, donc pour pouvoir récupérer le tracé et les caractéristiques des ouvrages avec de la classe de précision A, peut être réalisé sur la base donc, du Recostar, et donc qui vient en remplacement du standard PGOC. Donc, dans le standard StarElec, on va à la fois avoir la précision du tracé, comme on l'avait dans le PGOC, mais on va mieux gérer la partie des données attributaires des ouvrages et les relations entre elles, donc la topologie électrique. Donc, c'est un standard, le StarElec, qui a été construit avec des partenaires. Hein, ce n'est pas un standard pur et Enedis, mais donc ça a été un standard validé par le Conseil national de l'information géolocalisée. Donc, il y a beaucoup d'entités qui ont pu contribuer à l'écrire ou réagir sur comment il avait été écrit. Et puis, on se met d'accord avec les fédérations d'entreprises d'études, de travaux, les fédérations nationales des collectivités concédantes de réseau, représentant des AODE, pour voir de quelle façon on le décline. Donc, la principale évolution du Recostar par rapport au PGOC, c'est qu'on a quelque chose qui s'approche un peu d'un format SIG, donc système d'information géographique, où on ne dessine pas juste des traits avec des styles, des points, mais des objets qui sont dans des tables de données, qui sont classifiés avec des attributs et des relations entre elles. Donc, si on prend un exemple ici, dans le PGOC, on avait un trait bleu avec une symbologie avec des petits losanges pour dire que c'est de la BT en classe A, des textes libres pour indiquer les caractéristiques des ouvrages. Bien, dans le Recostar, on a des objets câbles électriques qui ont des attributs, c'est-à-dire il y a un attribut section, un attribut neutre, un attribut isolant, qui sont bien distincts, et on enregistre dans des tables de données dédiées,
eh bien, les relations entre les ouvrages pour indiquer la connectivité. Et donc, pour produire un Recostar, eh bien, vous avez des solutions historiques commercialisées par des éditeurs de logiciels. Donc, côté Sogeline, côté Simimage, Mapia, par exemple, des solutions qui fonctionnent pour la plupart, qui produisent des Recostars aujourd'hui conformes avec des solutions qui, je pense, sont généralement adaptées à leurs utilisateurs, en tout cas, il y a un certain nombre d'années de travaux, on va dire, sur ces solutions-là, pour s'adapter aux besoins. Et il y a aussi donc des solutions de photogrammétrie qui permettent d'élever directement sur le terrain, en photogrammétrie, qui vont pouvoir permettre ces choses-là. L'idée donc de cette initiative, donc d'avoir un plugin open source basé sur QGIS, eh bien, c'est une démarche qu'on a en commun entre Enedis et la FNCCR. Donc pour permettre la création, la production de format Recostar sans être contraint ou complètement obligé de passer par une solution d'un éditeur payant. Et donc, de lancer cette démarche complètement open source. Et ce qui fait que d'autres contributeurs qu'Enedis ou la FNCCR peuvent évidemment utiliser le code, le réutiliser, et toutes les améliorations doivent être reversées à la communauté. J'avais un petit peu avancé sur ton statut. Désolé, Romain. Donc, voilà, c'est un outil qui est complètement, et dont l'usage est complètement gratuit. Voilà, le pendant donc de la logique open source, c'est que dans la communauté, ceux qui font des améliorations, ceux qui réutilisent et améliorent, doivent reverser les améliorations du code. Belle fonctionnalité. Donc, déjà aujourd'hui, on peut utiliser OpenRecostar sur le réseau de distribution. Ça fonctionne très bien pour produire des Recostars. Et ça peut produire aussi les Recostars sur la partie éclairage public. Mais voilà, je sais que côté FNCCR, côté éclairage public, ils attendraient de faire quelques évolutions quand même sur la partie attendue, le modèle attendu, pour que ça puisse être plus facilement utilisé. Donc le Recostar, finalement, c'est une spécification d'échange entre logiciels, c'est-à-dire que sur les logiciels qui sont utilisés par les géomètres topographes ou les bureaux d'études pour produire ce recommandement d'ouvrage, eh bien, ces logiciels ne changent pas forcément du tout au tout, mais ils intègrent des moulinettes qui transforment donc les données saisies dans le format Recostar, donc un fichier GML, qui va pouvoir être lu dans des outils comme QGIS, qui va pouvoir être contrôlé dans les outils comme Aloe, et qui va être aussi déposé dans le plan, par exemple pour Enedis, pour être récupéré par les cartographes pour la mise à jour de la cartographie patrimoniale des réseaux, et être retransformé pour être réintégré dans le système d'information géographique donc de l'exploitant. Est-ce que tu veux que je prenne la main sur la seconde partie? Vas-y, Romain, je te laisse la main. Merci. Donc, pour utiliser OpenRecostar, donc, qui est un plugin de QGIS, il faut forcément du coup installer QGIS préalablement. Donc, le site officiel a un guide très, très succinct mais très simple pour l'installation, sur lequel on peut vous renvoyer. Cela dit, il faut juste faire attention à la version qu'on utilise. On conseille d'utiliser les versions long terme, qui sont des versions supportées qui sont pas forcément mises à jour très régulièrement, mais qui sont stables. Et par contre, on remarque que pour le plugin OpenRecostar, il faut utiliser une version plus récente que la 3.26 ou une version plus récente, mais il ne faut pas encore basculer sur la 4.0 qui n'a pas sur laquelle les évolutions sur OpenRecostar n'ont pas encore été faites pour être compatibles. Ensuite, une fois QGIS installé, l'installation d'OpenRecostar se fait via le gestionnaire des extensions. Donc, encore une fois, le guide d'installation est présenté sur le GitLab du projet.
mais elle se fait assez simplement. Donc, on passe dans le gestionnaire des extensions, on applique l'URL du projet dans le dépôt, on l'ajoute. Ensuite, il apparaît dans les extensions non installées. Donc, on sélectionne le plugin OpenRecoStar et on l'installe. Et ensuite, il y a quelques configurations supplémentaires à réaliser. Notamment en termes de réseau, il faut configurer un proxy. Juste définir d'utiliser le proxy par défaut et créer des répertoires temporaires, qui sont en fait les répertoires qu'utilisera QGIS pour stocker des données. Et donc, il faut éviter d'utiliser des répertoires avec des caractères spéciaux, des accents, des espaces qui peuvent parfois causer des soucis de compatibilité. Une fois que QGIS est installé, vous pourrez vous l'approprier. Donc, c'est un logiciel qui est SIG libre, donc de système d'information géographique, qui permet d'exploiter des documents donc, à la fois vectoriels ou sur des bases de fonds de plan images. Notamment, c'est un logiciel libre qui est recommandé par l'État français dans le cadre de la modernisation des systèmes d'information. Et l'avantage de ce logiciel libre, c'est qu'il est très utilisé. Du coup, un grand nombre de formations à son utilisation sont disponibles en ligne, gratuitement ou non. Mais en tout cas, on va quand même couvrir les fonctionnalités de base lors de ce webinaire. Oui, petit point d'attention, la spécificité des SIG, c'est qu'ils ne peuvent lire que des données géoréférencées. Et dans ce cadre-là, on réinsiste à nouveau que seuls certains systèmes de coordonnées sont utilisés en France de manière réglementaire, y compris dans les projets Enedis. C'est notamment les projections Lambert 93, coniques conformes, principalement, et IGN 69 par exemple. Il est possible que certains projets Enedis soient encore dans d'autres formats, auquel cas le passage au Recostar impliquera de les convertir vers au moins le Lambert 93. Donc un SIG, ça marche avec un système de couches. Donc chaque couche correspond à une donnée en particulier, et elles sont superposées. Donc en général, on met les fonds de plan tout en bas, sous forme d'image raster, et ensuite on ajoute par-dessus des surfaces, des linéaires, des ponctuels, et finalement les étiquettes, si besoin. Donc dans QGIS, on le retrouve grâce au gestionnaire de couches à gauche, dans l'interface, toutes ces couches superposées. Donc avec ça, c'est un projet OpenRecoStar, donc on a les couches RPD, donc réseau public de distribution, qui implique donc tous les ouvrages Recostar. Mais on voit également qu'il y a les contrôles, les métadatas, les fonds de plan qui apparaissent. Le petit chiffre dans l'encart à droite indique le nombre d'objets dans cette couche. Par exemple, dans cet exemple, il y a 3 câbles électriques dans le projet. Donc parfois, certaines couches, dues à la superposition, cachent les informations des couches antérieures. Dans ce cas-là, on peut, à l'aide des outils de zoom, réafficher une couche par-dessus les autres pour pouvoir la voir correctement. On va s'intéresser ici à la barre d'outils de QGIS. Donc plusieurs outils très importants s'y retrouvent, notamment les fonctions de navigation qui permettent de se déplacer sur le projet. Et ensuite, il y a la barre d'outils spécifique à OpenRecoStar, qui celle-ci ne s'ajoute qu'une fois le plugin installé. Donc on verra plus en détail les différentes fonctionnalités de ces outils. Autre point important, il y a une fonction d'édition qui est activée, qui débloque, qui permet de modifier les couches. Si on ne l'active pas, les couches sont figées, ce qui permet de les sécuriser. Mais par contre, si on veut les modifier, pour interagir avec elles, il faut activer la fonction d'édition et sélectionner une couche. Donc la fonction d'édition qu'on retrouve avec le petit crayon. Ça donne accès à plusieurs fonctionnalités. Ça donne notamment accès aux fonctionnalités de modification de la géométrie et des attributs. Donc si on veut déplacer des objets, créer des objets ou modifier leurs attributs. Ça donne accès aux fonctions de sélection, donc pour sélectionner des objets et ensuite potentiellement les modifier. Et enfin, ça donne accès à la couche des attributs, où on peut, une fois qu'on a sélectionné des objets, même pour consulter tous les attributs du projet. Donc c'est les fonctions de base de QGIS qui sont assez explicites, mais qui sont indispensables. On va faire un petit zoom sur la partie import et lecture d'un GML pour permettre du coup d'importer un fichier dans OpenRecoStar et ainsi ensuite le modifier ou alors juste le visualiser.
Donc, il y a une petite distinction à faire. Il y a 2 outils différents. Il y a soit importer un GML, soit lire un GML. Donc, la différence majeure, c'est que l'import permet de la modification du recostar, alors que la lecture ne le permet pas. La lecture sert juste à la visualisation. Par contre, la lecture permet de visualiser un GML même s'il n'est pas valide, alors qu'on ne peut importer un GML que s'il est conforme, au format. Si on veut modifier un GML dans OpenRecostar, il faut importer un GML, qui est conforme au format. Autrement, il ne pourra pas s'intégrer au package, et dans ce cas-là, il ne pourra pas être modifié. Donc, il faut donc avant d'importer un GML dans OpenRecostar, il faut s'assurer qu'il soit conforme et dans le système coordonné que le dossier que vous avez créé. Donc, quand on crée un nouveau dossier sur... c'est vrai que j'aurais pu faire... grâce à la petite fonction avec le plus, vous pouvez choisir le système de coordonnées et prendre le système correspondant à ce que vous voulez importer. Donc, par exemple, si on cherche à importer un GML existant, on clique sur l'icône « Importer un GML », on choisit le GML choisi, on vérifie que le GeoPackage cible proposé par QGIS, qui est normalement par défaut, une fois le plugin installé, est bien le GeoPackage Starelec réseau de distribution. Et ensuite, on peut valider et importer le GML. On va prendre si on prend un exemple, par exemple, ici, on va essayer d'importer des boîtes depuis Trafic. Donc, l'application DataCollect qui est aussi en cours de déploiement auprès des entreprises de travaux, mais elle relève des boîtes, donc de jonction et de dérivation notamment. Et ensuite, les rend disponibles sur Trafic qui permet d'exporter ces boîtes au format GML. Et on peut vouloir intégrer ces boîtes dans un recostar, donc importer ce GML dans un recostar existant. Donc pour cela, on commence par ouvrir son recostar grâce à la fonction d'ouverture de dossier. Puis on utilise la fonction d'import qu'on vient de voir, avec le petit symbole correspondant. On sélectionne le GML à importer et on l'ouvre. Donc encore une fois, ils vont demander le package. Donc des fois, l'import ne fonctionne pas du premier coup. Dans ce cas-là, il faut juste simplement enregistrer le fichier et le réouvrir. Ça peut permettre de faire apparaître l'import s'il y a eu des difficultés. Une fois cet import réalisé, on observe que les boîtes sont bien apparues dans la couche correspondante. Donc là, par exemple, c'est des boîtes de jonction. Donc elle est apparue dans la couche jonction reco et en attente de mise en service. Donc dans ce cas spécifique, l'export trafic permet de récupérer des boîtes avec leurs attributs, mais une position approximative, alors qu'on a potentiellement déjà placé la boîte, mais sans ses attributs, lors de la génération du recostar. Donc après, déplacer la boîte, on verra dans un exemple plus tard. Ou est-ce qu'on copie les attributs? Ça, après, une fois qu'elle est dans le fichier, c'est de la manipulation assez simple. Ensuite, on a l'outil de mise à jour du GeoPackage, qui sert tout simplement à mettre à jour le GeoPackage à la version la plus récente. Donc ça sert principalement à retravailler sur les anciens projets qui, par exemple, ont été créés il y a un certain temps et sur lesquels on souhaite retravailler, mais depuis la mise à jour du GeoPackage. Donc on peut le mettre à jour directement sans avoir besoin de recréer un projet de zéro. On peut juste mettre ainsi continuer à utiliser le même projet. Donc on a une future évolution qui est prévue, c'est de pouvoir permettre l'import d'un GML invalide. Donc ça c'est à terme. Peut-être que tu souhaiteras donner plus de précision sur un peu le projet, sur ce projet, Guillaume, mais l'idée c'est de pouvoir permettre l'import d'un recostar invalide et ainsi pouvoir le corriger sur OpenRecostar. Si jamais vous avez des difficultés avec un autre logiciel et que vous souhaitez corriger sur OpenRecostar, on pourra donc modifier un recostar non conforme. Mais pour l'instant, c'est une évolution qui n'a pas encore été mise en place et qui n'est pas permise pour l'instant. Ensuite, on va voir ensemble. Oui. Peut-être du coup montrer peut-être cette partie lecture et import. Alors, je ne sais pas si Sylvain veut le montrer, sinon je peux le montrer. Hein. Oui, bah, je t'en prie, Guillaume. À moins que Sylvain soit là, mais... Alors, tac. Je vais partager mon écran. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui est enlevé. On aura un temps d'échange à la fin du webinaire qui est prévu pour échanger sur toutes les questions. Mais n'hésitez pas à poser des questions directement dans la conversation en cours de webinaire si vous le
souhaitez. Donc là, dans mon écran QGIS, j'ai ouvert quelque chose de complètement vide, on va dire un projet complètement vide. J'ai ici donc cette petite barre d'outils avec un dessin GML. Donc c'est une article un petit peu à part, c'est celle qui permet juste de lire un fichier GML Recostar. Donc je vais aller en chercher un petit peu quelconque. Hop, je prends celui-ci. Donc ça va lire en fait les fichiers, même s'il y a des petites erreurs, eh bien il est possible il y a certaines choses qui s'affichent pas bien si jamais il y a des erreurs dedans, mais en tout cas il va essayer de tout lire pour l'afficher ensuite là dans QGIS. Donc on retrouve, il vient créer en fait tout un tas de couches là directement dans QGIS et on peut visualiser les informations qui sont présentes dans ce GML et puis les interroger avec le petit i ici pour retrouver les informations. Donc ici on retrouve les informations liées au câble électrique qui passe dans ces cheminements-là et on retrouve l'ensemble de ces attributs. Voilà, on retrouve là ici le poste électrique. Par contre, c'est uniquement visuel. Alors c'est des informations qu'on peut interroger, qu'on peut faire des copier-coller, mais on ne peut pas les modifier directement dedans. J'ai utilisé la partie ici uniquement lire. Donc, voilà. Je peux supprimer. Si je veux importer un GML et le modifier, je vais utiliser plutôt ici l'option créer un nouveau projet. Donc, je vais venir stocker hop, ici. Hop, pardon. Hop, mon répertoire, ça, sélectionné. Ça s'appelle démo port. Je fais bien attention d'utiliser le système de coordonnées qui correspond à celui de mon GML. Là, je sélectionne ici le réseau de distribution, puisque je travaille ici sur le réseau de distribution. Je crée on va dire, mon projet qui va être vierge. Ah, c'est bon, ça met un peu de temps. Et voilà, il m'a créé. Et là, je lui demande de l'ouvrir. Hein. Donc, en créant ce projet vide, eh bien, il m'a créé toute la structure de données que je vais pouvoir renseigner les choses. Et c'est là, avec le bouton importer un GML, que je vais pouvoir récupérer l'ensemble des données. Alors là, c'est plus contraignant parce qu'il faut que aujourd'hui que le GML soit bien conforme, que ça fonctionne. Je ne me suis pas trompé, celui-ci doit être conforme, je vais pas vérifier, voir s'il me fait une erreur. Donc, il me propose d'aller l'enregistrer dans la petite base de données GeoPackage liée à ce projet. Donc, je peux ici importer. Alors forcément, ça prend un petit peu de temps, c'est un gros projet. Et puis, on va dire, il reconstruit l'ensemble des données à partir de ce GML-là. Donc, il reconstruit toutes les relations avec Alex. Alors, oui, j'utilise le terme GeoPackage. Alors, GeoPackage, c'est dans QGIS, c'est le format, on va dire, de stockage et de gestion des données par défaut. Donc, c'est-à-dire que dans l'application OpenRecostar, toutes les informations qu'on va saisir sont écrites dans une petite base de données qui s'appelle un GeoPackage, qui est spécifique à chaque projet. Et donc, c'est un outil, c'est un format de petite base de données portable, donc qui marche déjà bien avec QGIS, bien sûr, et avec d'autres outils SIG. Alors, en revanche, c'est pas ce GeoPackage-là qui va être à envoyer, c'est l'export donc issu de l'outil OpenRecostar au format GML, donc Recostar, qui va être à transmettre donc en tant que levé, en tant que récollement. Et donc, là, tout s'est bien passé.
il m'a créé les objets à partir du fichier GML. Et si je veux, si j'en ai besoin, je peux venir les éditer. On va prendre par exemple pour la couche poste électrique, pour venir modifier par exemple les informations du poste électrique qu'on retrouve ici. Je viens d'éditer. Et parce que c'est un fichier qui est très très gros, et je crois qu'il affiche il fait un contrôle de l'ensemble des erreurs. Je vais les afficher pour que ça aille un peu plus vite. Alors, sur les formations, hein, on en a parlé très rapidement au début, mais on a déjà, il y a les webinaires du printemps qui permettaient une initiation donc, au logiciel, qui sont toujours disponibles sur YouTube, alors donc au niveau des enregistrements. Alors, une autre question, là, existe-t-il un logiciel libre et gratuit permettant de transformer DGN, alors EL2, FP2 vers le standard EcoStar? Alors non, ça n'existe pas. Déjà dans les données, alors EL2, FP2, ce sont vous avez des cartes O200, des cartes V3. Les informations qui sont dans les plans cartes O200 ne sont pas suffisantes pour pouvoir produire un RecoStar. Alors, dans la suite Atlas, par exemple, chez Sogelic, je sais qu'ils ont des fonctionnalités qui permettent d'importer un PGOC et de après quelques corrections, quelques saisies complémentaires, de le réexporter en RecoStar. Mais voilà, c'est quelque chose qui est propre à Atlas. Alors, je vais venir sélectionner le poste qui se trouve ici. Hop, donc voilà, m'identifier, mais je peux sélectionner le poste que je trouve ici, le poste marteau. Et bien, je vais pouvoir ici modifier son code ou son nom pour voilà, par exemple, se mettre en conformité avec ce qui se passe. Et je puis ensuite enregistrer mes modifications et passer à l'export. Alors, les fichiers DGN, je vois qu'il y a des questions autour de l'usage des fichiers DGN dans QGIS. Alors, vous pouvez normalement lire des données DGN dans QGIS pour les visualiser, notamment pour la partie fond de plan. Mais vous n'allez pas pouvoir l'importer, importer par exemple un levé, un PGOC que vous auriez fait en DGN dans QGIS, vous allez pouvoir le visualiser, mais vous ne pourrez pas faire un copier-coller pour le transformer en RecoStar aujourd'hui. Et donc, effectivement, comme il y a quelqu'un qui le note dans la conversation, pour lire un format DGN dans QGIS, eh bien, il faut qu'il soit en V7, puisque la V8 n'est pas supportée dans QGIS. Voilà, donc là, j'ai pu modifier mon nom de poste. Alors, j'ai vraiment choisi un gros fichier. Il va mouliner un petit peu. Et donc, après, on va pouvoir ensuite le réexporter au format GML avec les fonctionnalités classiques de production de RecoStar. Alors, j'ai un collègue qui mentionne aussi donc qu'il y a des formations disponibles sur le logiciel de la part maintenant de certaines entreprises donc spécialisées, comme voilà, il proposait ici KDGO, mais il en existe peut-être d'autres, donc qui sont spécialisées sur les formations ICG. Je laisse reprendre la main peut-être du côté de... Je tombe sur la présentation. Vas-y. Donc, maintenant qu'on a vu les fonctions de base d'import et de lecture d'un GML, on va regarder toutes les autres fonctionnalités
On va aller voir les autres fonctionnalités permises par OpenRecostStar, les fonctions de base, pour créer et modifier un GML. Donc là, on va s'intéresser en particulier aux fonctions d'OpenRecostStar, qui peuvent mais effectivement, il y a toutes les fonctionnalités de QGIS. Comme je l'avais dit en introduction, il existe une pléthore de formations gratuites sur QGIS, de par son statut de logiciel libre, et qui permettent de s'accoutumer avec le logiciel de base. Et ensuite, le plugin OpenRecostStar des fonctionnalités spécifiques à la gestion des GML, et notamment du réseau du public de distribution électrique, mais n'ajoute pas de fonctionnalités, ne modifie pas les fonctions de base de QGIS. Pas tout, très peu. Donc, comme on a fait la démonstration, Guillaume, la première étape est de créer un dossier. Donc, grâce à au petit symbole de dossier avec un plus, auquel cas on choisit donc le système de coordonnées du projet, son répertoire, son nom, et on coche la case réseau public de distribution, RPD, dans le cas d'un travaux pour N10 en tout cas, pour l'éclairage public évidemment, on choisit l'éclairage public. Et ensuite, on ouvre le projet pour pouvoir le visualiser. On peut ensuite, en général, dans la plupart des cas de récollement, on souhaite importer des pleurs, donc des points de levée, pour pouvoir ensuite tracer par-dessus les différents éléments, les câbles ou les ponctuels. Donc pour importer des pleurs, il y a un outil spécifique qui sert à ça. Donc c'est le petit symbole avec le petit losange et la flèche, ce qui permet d'importer donc des listes de pleurs au format CSV. Donc qui sont en général le format classique d'export des logiciels ou outils de levée. Donc on importe, on sélectionne le fichier correspondant. On choisit on choisit la couche dans laquelle importer ces données. Donc on choisit la couche RPD, celle qui est destinée au point de levée, donc point de levée ouvrage réseau. Et ensuite, ils apparaissent directement dans QGIS, enfin dans OpenRecostStar. Comme je l'avais précisé lors du chapitre précédent de la présentation, pour ensuite modifier des éléments dans QGIS, il faut activer le mode édition. Donc pour cela, on active le mode édition et on choisit la couche de travail. Donc là, par exemple, que Guillaume vous a montré, si on travaille sur un poste, on choisit la couche de poste, donc le poste électrique, par exemple. Mais là, si on veut travailler sur les points de levée ouvrage réseau, par exemple, on choisit la couche point de levée ouvrage réseau. Et on active le mode édition. Donc c'est indispensable pour faire toutes les étapes suivantes, de modification, de sélection et des différents éléments. Que ce soit à la fois pour déplacer leur géométrie, les créer, ou même juste pour gérer leur table d'attributs. Donc ce mode édition est très important. Une fois qu'on a activé le mode édition, donc par exemple là on était sur la couche des points de levée, on peut utiliser les outils de sélection. Donc il y a plusieurs formes de sélection, soit par attribut, mais le plus simple, s'il n'y a pas trop d'éléments superposés, c'est d'utiliser le carré de sélection. Donc celui tout à gauche qui permet avec un glisser-déposer de sélectionner des éléments sur la couche active. Donc là par exemple, on a sélectionné une dizaine de pleurs qui apparaissent du coup en surbrillant jaune pour signifier qu'ils sont bien sélectionnés. Une fois que les éléments sont sélectionnés, c'est là qu'on peut choisir de les modifier ou non. Par exemple, si on veut utiliser ces pleurs pour tracer un câble, donc j'utilise la fonction tracer un câble, qui sont tracer un linéaire en réalité, on peut aussi tracer des cheminements grâce à cette fonction. Mais on peut tracer des câbles dans cet exemple. Donc on sélectionne les pleurs qui vont servir à tracer ce câble. Et ensuite, on a deux possibilités pour faire un tracé automatique. Soit de les tracer par numéro. Donc si jamais ils ont été numérotés dans le bon ordre, ce qui est une bonne pratique de manière générale, ça permet de tracer le câble très facilement. Ou alors, s'ils n'ont malheureusement pas été distingués lors de leur levée, on peut également essayer d'utiliser par ordonnée par proximité. Et dans ce cas-là, la logique veut que si on les a bien sélectionnés, le câble sera tracé correctement. Donc, on choisit le tracé automatique, on vérifie que ça représente bien ce qu'on souhaitait, et ensuite on remplit la table d'attributs. Donc, il y a deux choses à remplir principalement. C'est le domaine de tension, donc si on est en basse tension, en haute tension ou en branchement. Et ensuite, le câble normalisé qui permet de remplir automatiquement toutes les autres données, donc section, isolant notamment, et puis le nombre de conducteurs aussi. Ensuite, il y a un petit outil qui permet de se faciliter la vie, c'est le type de pose. Donc le type de pose de base, c'est enterré, ce qui crée juste le câble. Par contre, si on choisit le type de pose fourreau, ça permet de tracer le cheminement automatiquement
donc le fourreau autour du câble. Ça peut être intéressant pour gagner du temps lors du tracé. On peut évidemment aussi choisir de tracer les cheminements manuellement, donc toujours avec cet outil. Au lieu de choisir de tracer de la couche de destination câble électrique, on peut choisir la couche de destination du cheminement correspondant, donc un fourreau, une tranchée, etc. Et le tracer de cette manière. Ensuite, on a potentiellement envie d'ajouter des ponctuels sur le schéma, donc par exemple des coffrets, des boîtes ou des remontées aérosous. Donc pour cela, on choisit la couche correspondant à l'élément qu'on va ajouter. Donc, par exemple, ici, on va ajouter un coffret, on sélectionne la couche coffret et on utilise l'outil ajouter une entité ponctuelle, donc qui est l'outil avec les 3 points qui est encadré en rouge. On clique sur le plan ou sur la position souhaitée sans forcément de point de levée pour positionner le coffret. On remplit une nouvelle fois la table d'attributs. Dans le cas d'un coffret, on vérifie s'il est manœuvrable ou non et on précise du coup son format avec le type de coffret. Ensuite, il apparaît donc sur le plan. Donc les coffrets reviennent toujours avec une emprise, une géométrie supplémentaire de 60 par 20 standard automatiquement. On peut décider de réorienter le coffret qu'on vient de poser. Donc pour cela, on a un outil spécifique qui permet d'éditer l'orientation d'un ponctuel. Et dans ce cas-là, on doit toujours vérifier d'être bien dans la bonne couche de l'élément qu'on choisit. Et on n'a même pas besoin de sélectionner le coffret en amont, on peut juste cliquer dessus directement. Et l'outil de réorientation, après avoir sélectionné l'outil d'orientation, bien sûr, l'outil d'orientation est visualisé par une flèche rouge et on peut décider juste à la souris de replacer le coffret dans la position souhaitée. Une fois la position décidée, on clique et ça le tourne. Si par exemple on veut changer une table d'attributs parce qu'on s'est trompé ou on a importé un coffret, on a importé un GML incomplet, etc. On peut, après avoir sélectionné avec un des outils de sélection choisis, utiliser l'outil éditer la table d'attributs, qui est donc le petit symbole de crayon également, mais avec cette fois-ci une table jaune en arrière-plan. Donc encore une fois, il faut avoir sélectionné l'objet et être dans la bonne couche. Donc par exemple, là, je voulais modifier un câble, j'étais dans la couche câble et j'ai sélectionné le câble à l'aide de l'outil de sélection. Avec l'outil, on peut mettre à jour d'attributs et lorsqu'on valide avec OK, ça l'enregistre. Si on veut modifier par exemple un linéaire, on a tracé un câble, mais on s'est un peu raté, on a oublié un plore, ou au contraire, on en a rajouté un après coup, on l'a modifié. On peut utiliser l'outil d'édition des sommets. Donc encore une fois, on sélectionne la couche des câbles et on utilise l'outil. Donc quand on utilise l'outil, sur chaque petite portion, il y a des petits points qui apparaissent quand on passe la souris à proximité. Donc par exemple, sur un câble, il y a une petite croix rouge qui apparaît au milieu et on peut, à l'aide d'un glisser-déposer, la repositionner là où on le souhaite. Donc par exemple, si on veut positionner ce sommet sur le plore à gauche qu'on avait raté, on le clique avec la souris, on le déplace et ainsi il s'attache par magnétisme au plore. Enfin, une fois qu'on a donc importé nos plores, dessiné nos câbles, posé nos ponctuels et vérifié tous les attributs, on peut choisir d'exporter l'Eurocostar, notamment en PDF, parce qu'on a aussi envie d'avoir un PDF associé au Eurocostar pour une visualisation plus simple, que ce soit par vous ou par vos interlocuteurs. Donc, il y a une fonction qui est dédiée à ça, c'est la petite fonction d'impression, qui permet donc, une fois d'avoir choisi le répertoire d'enregistrement et un petit temps d'attente, effectivement, parce que c'est une fonction qui n'est pas instantanée, de sortir notamment un plan général du projet, avec, comme vous le voyez sur l'exemple, des étiquettes qui apparaissent, ainsi que des feuilletages, avec différentes. Donc là, par exemple, si c'est un feuilletage en 4 folios, il y aura 4 PDF de sortie en plus du PDF général. Donc pour chaque folio, c'est réciproquement. Ensuite, c'est possible avec un outil d'édition
PDF, de les mettre dans le même PDF si vous préférez avoir qu'un seul fichier. Mais pour l'instant, ça les sort en fichiers séparés. Donc, c'était les principales fonctionnalités dans QGIS, dans OpenRecostAR, notamment donc, de positionnement des plores, d'édition des linéaires ponctuels et d'édition des attributs. Dans le cas d'usage qu'on souhaite tracer plusieurs câbles en parallèle, et j'ai vu que la question est intervenue dans la conversation, c'est pour ça aussi que je réinsiste dessus. Donc effectivement, les plores, ils sont numérotés dans le CSV. Ça peut faciliter, s'ils sont numérotés de manière explicite, ça peut faciliter ensuite leur gestion lors du traçage des traits dans le Recostar, parce qu'on peut filtrer sur ces numéros. Par exemple, ici, on a une situation où on a un nombre de pleurs assez important dans une zone plutôt restreinte et des câbles de nature différente. Donc, si on veut les tracer, par exemple, on a 2 câbles BT, un câble HTA et un câble branchement qui sont situés à peu près dans la même zone géographique, ça peut être pénible. Mais on peut contourner ce problème, notamment grâce aux outils de sélection. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la sélection avec l'outil de glisser déposer, mais on peut également sélectionner par attribut. Ou alors on peut choisir de filtrer l'affichage des plores par un attribut. Par exemple, si on veut filtrer sur cette situation seulement les câbles branchement, on peut aller sur la couche des points de levrée réseau, choisir l'outil filtrer, et dans ce cas-là, si on regarde la valeur de nom, on peut voir qu'il y a 3 valeurs différentes. Il y a câble branchement, câble BT et câble HTA. Alors là, on regarde plutôt les codes d'ouvrage en réalité. Donc si sur le code d'ouvrage on filtre avec câble branchement, déjà on voit que la situation s'éclaircit. Mais c'est pas encore parfait parce qu'il y avait plusieurs câbles branchements dans cette situation. Il y avait et qui s'entrecroisent en plus. Donc on peut également réaliser des filtres en fonction du numéro du point. Donc là, par exemple, ils avaient été numérotés avec le numéro du câble puis le numéro du point. Donc cette fois-ci, si on fait un filtre que sur le câble branchement numéro 1, seuls les points de ce câble apparaissent, ce qui facilite largement le traçage du câble par la suite. Et donc là, on utilise soit l'outil de sélection, et on peut tracer le câble comme je l'ai présenté tout à l'heure, donc avec le tracé automatique manuel, par numéro par proximité, et on a tracé le câble. Mais on peut également choisir, donc, dans cette table d'attributs, de sélectionner seulement les points les points du câble BT1 ou BT2, par exemple, sans avoir fait de filtre, juste en allant dans l'outil de sélection par attribut, et au lieu de sélectionner avec le glisser-déposer, de sélectionner avec les noms, avec des règles choisies. Ce qui permet également de tracer plusieurs câbles dans une situation un peu encombrée. Est-ce que tu es prêt, Sylvain, ou est-ce que je montre les ressources, comme ça on aura juste les questions à la fin? Non, montre les ressources, je Ouais. recherche mon fichier, j'ai pas forcément mis à jour. D'accord. Donc on a quelques ressources en plus, donc vous avez demandé s'il y avait des formations disponibles. Donc c'est pas exactement ce que je vais présenter là, mais il y a quand même des ressources qu'on trouve en ligne pour vous aider à utiliser OpenRecostAR et le Recostar de manière générale. Donc d'une part, il y a le portail Aloe qui existe, que vous connaissez tous maintenant, je pense. Donc c'est un portail qui permet de vérifier la conformité d'un Recostar, ce qui est d'ailleurs un préalable obligatoire à la fourniture d'un Recostar à une direction régionale sur un projet. Donc ce portail est assez simple. On renseigne le numéro d'affaires sur laquelle on travaille. On renseigne son mail pour avoir un retour du certificat une fois la vérification réalisée. Et ensuite, on dépose le fichier, donc dans le cas d'un Recostar, le fichier GML, puis on l'envoie. Il se trouve que sur ce site, il y a déjà de la documentation qui est disponible. Donc c'est des onglets avec différentes explications du format, etc. Et il y a également un petit onglet de contact qui permet de contacter donc les référents, soit de la direction, selon le problème, soit la direction régionale. Si c'est un problème plutôt technique, informatique, ça sera plutôt renvoyé vers la direction des services informatiques nationales. Mais selon votre question, le tri sera fait automatiquement dans cet onglet contact. Il y a également un mode opératoire OpenRecostAR qui est en cours de conception. Donc, ça permet de reprendre les éléments qu'on a présentés lors de ce webinaire, mais sous un format textuel et papier, sous un format PDF plutôt, imprimé à bon loisir, bien sûr. Et on va intégrer ces éléments de ce guide au wiki du GitLab d'OpenRecostAR pour le compléter, même s'il y a déjà beaucoup d'éléments qu'on peut trouver en ligne.
Donc c'est notamment c'est plutôt un guide qui est plutôt pas à pas pour créer un requester sur QGIS. En partant du tout début de la création du projet, l'import du plan déploie, et ensuite la conception des différents ponctuels et linéaires. Donc ça reprend un peu ce qu'on a présenté dans ce webinaire, mais de manière plus détaillée et complète. Il existe également un guide de modélisation des ouvrages en requester. Donc ce guide de modélisation, il présente plusieurs choses. Il présente notamment les différents éléments qui peuvent être installés lors des travaux sur le réseau. Il présente leur représentation attributaire dans le format requester. Et il y a également des illustrations qui représentent la représentation graphique qui est dans OpenRecoStar. Donc ce guide est disponible notamment sur le GitLab du projet. Il est assez détaillé et assez apprécié des personnes qui ont eu l'occasion de l'utiliser. Ensuite, de manière générale, il y a un certain nombre de documentations qui sont plus ou moins accessibles en ligne gratuitement. QGIS met à la disposition de ses utilisateurs un manuel d'utilisation, donc qui est quand même plutôt bien formulé et qui répond déjà à beaucoup de questions d'usage. Sur OpenRecoStar en particulier, le wiki du GitLab ainsi que est quand même une ressource assez importante. Et en plus, si jamais vous avez des questions spécifiques au logiciel ou des évolutions à proposer, n'hésitez pas à contacter le projet directement avec ce mail de contact. Sur ce GitLab, on trouve également des informations sur le requester de manière générale, et il y a une foire aux questions qui répond à beaucoup de questions qui reviennent régulièrement lors des webinaires ou des échanges, qui peuvent être répondues directement. Peut-être que vous trouverez peut-être la réponse directement dans la foire aux questions. Enfin, comme on l'a mentionné en début de présentation, un certain nombre de webinaires de formation ont été réalisés au premier semestre, donc vers avril-mai, et vous pourrez trouver les enregistrements et ainsi que les supports sur le GitLab également. J'ai déjà donc c'est un requester que j'ai dessiné, issu d'un vrai recollement. Donc si vous avez besoin, donc je peux vous remontrer exactement toutes les manipulations pour insérer les points, tracer les traits, renseigner, etc. La question que j'ai vue, donc c'est concernant l'édition des PDF, notamment au 200e, que certaines, de toute façon le PDF reste un livrable avec les informations, les sections de câbles, etc. Donc il y a un bouton qui a été créé ici. Alors, pourquoi? Voilà, imprimer des plans en PDF. Il y a juste à cliquer dessus et ça va sortir un plan d'ensemble, un plan de foliotage et autant de plans qu'il faut au 200e pour montrer votre plan. Alors, au niveau des recollements, donc au niveau des écritures, ça n'écrira que ce qui est visible à l'écran, parce que l'intérêt du requester, c'est que les données attributaires de chaque objet sont contenues dans le GML. Le PDF est là pour la lecture du plan. Si on vous demande le nombre de modules dans un coffret, par exemple, ça va pas être indiqué sur le PDF, ou alors il faut faire une étiquette manuellement. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton-là. Bon, alors, il me demande un répertoire d'enregistrement, forcément des PDF. Je vais mettre là, par exemple. Donc ici, c'est un petit projet. Donc on voit bien l'image, donc il y a l'export du PDF qui se fait. Et donc là, c'est terminé. Donc là, c'est un petit projet, ça prend pas trop de temps. Sur un projet beaucoup plus conséquent, ça peut mouliner quelques temps. Je vous montrerai après. Donc, si je vais chercher dans mon dossier impression que j'ai sélectionné, ici, donc vous voyez, donc ça a été généré là à l'instant. J'ai donc un plan général du projet et 2 planches au 200e. Donc vous avez une règle, si je les ouvre. Tac, pardon. Vous avez une règle ici qui se met automatiquement au 200e et un symbole du Nord. On retrouve tous les points. Donc au niveau des informations, c'est uniquement ce qui s'affiche sur QGIS. Donc la section des câbles, la nature du poste. Et sur la deuxième partie, donc la section juste la section des câbles, et on va voir la nature des coffrets. Et encore, bon, ça se superpose un peu. Sinon, sur QGIS,
Donc, je peux vous montrer sur un projet conséquent ce que ça donne. Ça va charger un petit moment. Sinon, sur QGIS, donc il y a un module qui est déjà là pour éditer des PDF à l'échelle. Donc c'est le gestionnaire de mise en page ou la création de mise en page, parce qu'on peut sauvegarder un type de mise en page. Donc ça permet, par exemple, si vous avez des projets aériens, parce que, de changer l'échelle, de changer l'échelle, par exemple, si je mets échelle 1000. Alors ça ouvre une fenêtre ici qui va permettre de créer une mise en page. Donc il y a pareil, il y a sur YouTube, il y a plein de tutoriels pour créer une mise en page en PDF. Là, je peux vous montrer quelques fonctionnalités. Donc ici, on va ajouter une carte. On va sélectionner. Alors j'ai plein de petites fenêtres qui s'ouvrent. Voilà, on va sélectionner la carte. Ici, on peut choisir donc l'échelle, si je veux la mettre au millième. Voilà, elle va se réduire automatiquement. On peut donc ajouter des pages, choisir le format d'impression. Ouais, j'ai pris une page en A4, je peux créer une page en A3. Tout se trouve ici, il y a énormément de tutoriels sur YouTube là-dessus, si vous avez une demande spécifique. On peut également, avec ça, ajouter des petites informations techniques ici, genre du texte. Donc si, je sais pas, vous avez une information à mettre sur le Recostar, alors hop, je vais taper RMBT 300, 1 RD 240 par exemple, on peut l'ajouter ici. Mais normalement, c'est pas demandé. Bah oui, c'est ça, c'est normalement le fait c'est pas la peine de réaliser les étiquettes manuellement. Parce que toutes les informations sont contenues dans le GML qui est l'export du Recostar. Oui, enfin, il n'y a pas besoin. Je précise, hein, parce qu'il y a quelques discussions quand même dans le chat là, sur la spécification de plan. Alors, le plan là, de Recostar, le plan PDF Recostar, c'est vraiment celui qui est associé donc, pour montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce Recostar. Un petit peu comme vous faisiez le plan PDF du PGOC, où très souvent il était noyé, on ne voyait presque pas le cap parce que il était noyé par les indications de Z des PTRL. Là, on est dans le même cas. On a simplifié un petit peu cet affichage PDF pour un petit peu prouver qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du fichier GML. Pour l'instant, ce fichier PDF, ce fichier Recostar, ils sont là juste pour remplacer le PGEC. Ça ne remplace pas le plan de travaux qui est toujours demandé, qui est toujours exigible dans le dossier des ouvrages cartographiques. Et donc, si jamais il y a vous avez des remontées, quand il y a un problème d'acceptation de ce nouveau format ou des plans PDF qui ont été simplifiés en accord comme avec le métier raccordement ingénierie chez Enedis, n'hésitez pas à le faire remonter à vos contacts via les contacts que vous avez donc dans la partie dans Aloe, le formulaire de contact, ou aux contacts cartographiques que vous avez qui sont assez souvent venus vous présenter Recostar au niveau local. Voilà pour la partie PDF. Alors, je vois, on pourrait déplacer les aides de leurs PTR respectifs pour qu'ils soient lisibles. Alors, très souvent, hein, je continue la suite des échanges, hein, de plus en plus, alors c'est pas généralisé, mais de plus en plus dans les directions régionales 10, sont mis en place des guichets PMEO en cartographie, c'est-à-dire que les éléments cartographiques sont validés par l'agence cartographique
cartographie. Et donc, c'est elle qui donne l'avis sur ces éléments-là, donc notamment le récollement, le dossier d'ouvrage cartographié. Et donc, c'est cette partie-là, on va dire, ces entités-là, qui sont bien au courant de l'attendu, qui valideront ces éléments. C'est pas un critère pour, évidemment, éviter une AMEO, quoi. Je profite peut-être donc des instants qui nous restent pour montrer une mise à jour, donc une intégration de boîtes de jonction donc dans OpenRecoStar qui viendrait de l'application Trafic. Je vais prendre la main, Sylvain. Ok. Hop. Alors, vous devez normalement voir mon écran. Donc, j'ai ouvert un projet assez classique où j'ai un levé avec un certain nombre d'ouvrages. Donc là, c'est toujours le même gros chantier que j'avais tout à l'heure. Alors, je vais vérifier que j'ai bien désactivé la partie contrôle pour que ce soit plus rapide. Et je vais importer un fichier donc GML au format RecoStar qui vient de l'application Trafic, donc qui contient donc l'ensemble des éléments de traçabilité des boîtes de jonction qui ont été levées. Là, c'est un exemple, j'ai que 2 boîtes dans ce fichier-là. Et bien sûr, on peut le faire avec beaucoup plus d'objets. Donc, j'ai ici un fichier GML, il s'appelle boîte BJ Data Collect, assez naturellement. Et donc, quand je vais l'ouvrir, quand je vais le charger, je vais lui demander de l'importer dans mon projet, directement dans la petite base de données liée à mon projet, pour ensuite pouvoir repositionner ces boîtes au bon endroit et faire un RecoStar complet qui contienne donc à la fois les ouvrages levés et les informations descriptives de ces boîtes, les informations de traçabilité. Voilà, donc là, je les ai importées. Alors, elles sont apparues ici, donc comme elles ont été levées avec leur positionnement est issu donc du GPS du smartphone qui avait permis leur levée, eh bien, elles ne sont pas positionnées précisément, elles ne sont pas levées en classe A. Si je les interroge ici, donc je récupère un certain nombre d'informations dessus. Alors, évidemment, pour l'instant, c'est des informations tout à fait factices. Hein. Il n'y a pas de fabricant qui s'appelle Baba de boîte de jonction. Et donc, j'en ai une ici en HTA et une autre ici en basse tension. Donc, elles ont été importées directement dans mon projet. Et le travail que j'ai à faire maintenant dans OpenRecoStar, où ça marche dans la classe avec d'autres fonctionnalités que je ne connais pas, mais ici, donc, je peux les sélectionner et donc les repositionner sur le point de levée qui correspond. Alors, je vais utiliser la fonction ici de déplacement, déplacer les entités. J'ai bien ici la fonction d'activer l'accrochage. Je prends cet objet et je viens le positionner ici sur le point de levée. Bien, évidemment. Okay. Ah, hop. Pas voulu pour l'instant. C'est l'effet Bonaldi. Je vais pas me sélectionner ici. Voilà. Et quand tu veux.
Faire comme ça aussi, option. Alors, je suis désolé, ça n'a pas voulu. Je vais sortir de mon mode de mise à jour. Ah ben voilà, il a bien voulu finalement. C'était un problème juste d'affichage. Alors, ce qui manque ici, donc le problème qu'on va trouver, c'est que j'ai une boîte de jonction sur le câble, mais ce qui va manquer, c'est que le câble, il faut le couper au même endroit. Donc, je vais aller sur le câble électrique, ici, et utiliser la fonction de découpe donc, pour séparer le câble à l'endroit de la boîte de jonction. Sur la partie câble, hop, ici bien un seul câble hein, qui n'est pas coupé. Donc ici, bien le couper là. Et vous voyez, c'est bien séparé en deux entités pour que ça fasse toujours quelque chose de conforme. On peut faire la même opération, hein, donc sur la partie boîte donc l'autre boîte de jonction, la boîte de jonction basse tension juste à côté. Ah, évidemment, il faut savoir quand même sur quel câble elle va. Hein. Ici, il y a beaucoup de câbles V. Malgré tout, savoir où va telle ou telle boîte. Hein. Il y a la position approximative qui est issue du trafic et voir quelques mètres d'écart. Hop, donc je vais pouvoir paramètre à cet endroit et de la même façon, je viens découper le câble qu'on trouve ici avec la partie. Et là, on a quelque chose qui est conforme au niveau topologie puisque les câbles doivent être coupés par les boîtes. Alors, quelques questions. Donc, le GML pour les boîtes est-il d'office considéré comme conforme afin de générer pas de blocage lors de l'import? Alors, le GML qui est produit pour les boîtes, qui est produit par l'application Trafic, il est s'assurer qu'il était conforme, déjà. Alors, c'est assez facile de produire quelque chose de conforme, puisque c'est quand même quelque chose de très, très simple. Voilà, c'est des GML qui contiennent juste des boîtes. Et le matériel associé, donc c'est assez simple de les faire conformes. Alors, il y a une question, donc il était toujours impossible de réaliser plusieurs races BT et races HTA sur le même poteau. Alors aujourd'hui, c'est toujours possible de le faire, mais pour que ça fonctionne bien, que ça soit compris, il faut les décaler un petit peu les uns des autres. S'ils sont superposés les uns aux autres, ça va poser des problèmes pour créer les relations entre les câbles et puis les remonteurs aéro-souterraines dans l'application. Donc on a prévu de faire une évolution du modèle et des applications pour que les supports, les poteaux, on puisse les décrire de la même façon que les coffrets, avec une petite géométrie supplémentaire, une petite surface, dans laquelle on va pouvoir positionner les remontées aéro-souterraines, les différents nœuds en fait, auxquels connecter les câbles, de manière séparée, pour dire tel câble se connecte à telle remontée aéro-souterraine et tel câble se connecte à telle remontée aéro-souterraine, pour ne plus avoir à les superposer. Une question, donc, nous demande les traçabilités des CSE dans les postes et remontées aéro-souterraines qu'on va récupérer dans Data Collect. Ne sont pas demandées sur OpenRecostar. Tout à fait. Alors, en fait, Data Collect permet de remonter tout un tas d'informations directement dans le système d'information d'Enedis. Donc, ça arrive directement après dans le système sans avoir besoin d'être ressaisi par ailleurs. Et donc, toutes les informations qu'on va pouvoir collecter dans Data Collect, on ne va pas demander qu'elles soient ressaisies dans Recostar de manière générale, puisqu'on arrive à les récupérer en direct et à les associer à des ouvrages, notamment sur la partie poste. Comme les postes sont déjà réservés
avant le projet, au moment de l'étude, eh bien, on arrive à récupérer les informations et directement à les relier au poste qui est déjà décrit dans la cartographie. Ce n'est pas forcément le cas pour une montée souterraine ou un coffret, où l'ouvrage est décrit dans la cartographie GLIS qu'au moment de la récupération du récollement. C'est pour ça que tous ces objets-là, on ne peut pas se baser uniquement sur collecte, data collecte. Il faut que ça ait été décrit donc dans un RECOSTAR, dans le système d'information géographique. Alors, une question aussi, il faut un point de levée obligatoirement pour une boîte de jonction. Alors oui, obligatoirement, il faut avoir une boîte de jonction. Donc, c'est des contraintes qu'on a mises dans le RECOSTAR. C'est que chaque point de construction, alors des câbles, des cheminements, des bâtiments, des nœuds comme les boîtes de jonction, les supports, doivent se baser sur des points de levée. Donc, il faut bien qu'au moment donc, du lever, donc, notamment pour la partie boîte, il faut qu'il y ait eu, malgré tout, un point de levée qui ait été saisi pour pouvoir le positionner en classe A. La récupération des données de trafic permet de récupérer tous les attributs de traçabilité, c'est-à-dire le fabricant, modèle, et puis numéro de lot, donc à récupérer, à remettre dans le RECOSTAR. Et donc, si il y a une façon des tables en classe A, par exemple, l'hypothèse d'un long forage dirigé, où on a un doute sur la précision, ou des éléments qui sont sous bâtiment. On peut, en fait, sur la partie point de levée, dire que on a une précision inférieure à la classe A. Je vais prendre l'exemple ici. Hein. On est vraiment dans les cas particuliers, hein, très très particuliers. Voilà, ici j'ai pris un point de levée. Et donc voilà, je peux ici prédire que j'ai fait un levé à 50 cm près en XY ou en Z. Mettre le tracé. Par contre, ça veut dire qu'il faut que le câble soit remis en classe, le cheminement soit mis en classe B de part et d'autre. Là, on est vraiment dans un cas très, très particulier. Je sélectionne ici. Hop. Câble. Donc, la portion de ce câble située en classe B, il faut venir décrire un cheminement en classe B sur toute cette portion-là, entre deux points de levée, entre deux ou plus points de levée qui sont de qualité inférieure. Je n'ai pas prévu de faire la démo de ce truc-là aujourd'hui. On pourra se le noter, c'est vraiment un cas particulier pour un prochain webinaire. Ouais. Alors, une autre question, donc sur un PG... Oui. Non, vas-y Guillaume, vas-y. Ouais. Sur un PGOC avec une jonction dérivation sur un câble existant, celui-ci est fourni donc importé. Doit-on exporter tout ou uniquement la jonction à la partie neuve? C'est une très bonne question. Alors, quelque chose que je vais décider directement dans mon projet, je ne l'enregistrerai pas. Je ne ferai pas un récollement pour mettre à jour la carto. Mais je vais décrire ici un câble électrique existant, par exemple, le cas qui est présenté par le participant ici. Donc, j'ai un câble basse tension, donc de réseau. Et donc, à la limite même, hop, je vais dire qu'ici, il est déjà en service. Ah, alors, un câble normalisé, normalement, on n'a pas besoin de le faire. Il est déjà en service. Hop. Il parle avec un style un peu différent, parce qu'il est déjà en service dedans.
eh bien, vous allez à partir de ce câble-là, mettre en place une dérivation pour créer un nouveau branchement, par exemple. Hop, une liaison réseau. En basse tension, je suis sur une liaison réseau. Hop, 435. Alors celle-là, elle est en attente de mise en service parce qu'elle était construite dans le cadre du projet. Et donc, voilà, dans le cadre de la PMEO, vous allez la transmettre. Donc ici, on distingue bien les ouvrages en service en attente de mise en service. Et ici, je vais y décrire une jonction, de type dérivation ici. Alors, ici, normalement, s'il est déjà en attente de mise en service, je vais renseigner l'ensemble des éléments qui sont là. Si je n'ai pas encore les informations, je la mets en projet. Je renseignerai les éléments fabricant, modèle, numéro de série, numéro de lot, en récupérant toutes les données de trafic. Et tous les éléments, ici, je mets fabricant. Je sais pas, le troisième, par exemple. Ah, ici, des éléments, juste pour la démo. Hein. Au moment de l'export, donc l'ensemble de ces éléments-là vont être exportés. Mais comme on a bien l'information de statut ici qui est en service, ici, eh bien, ces éléments-là ne seront pas réimportés dans la cartographie côté Enedis, puisque tout ce qui est vraiment important, c'est cette partie-là, côté ouvrage en attente de mise en service. Et c'est sur les ouvrages en attente de mise en service qu'il va y avoir donc des contrôles de topologie, de complétude qui vont être réalisés, notamment dans Halo. D'ailleurs, j'aurais tout faux, puisqu'il manque un nœud au bout, il manque des points de levée, voilà, quand même plein d'erreurs. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Grâce au statut, on peut faire le tri des éléments qui sont neufs, des éléments qui sont déjà en service. Alors, une question, on ne rend plus les récollements de raccordement car en service. Alors, vous avez toujours à fournir la partie la dernière boîte, on va dire, qui, en fonction des pratiques, sont soit ça fait l'objet d'un nouveau Recostar. Donc vous pouvez refaire une nouvelle version du Recostar en intégrant les éléments de la boîte de raccordement pour en faire une nouvelle version complète. Néanmoins, il y a aussi la possibilité, c'est la pratique, je crois, qui est la plus courante, de donner les éléments de traçabilité de la dernière boîte et son positionnement dans la partie cotation accessoires de raccordement dans ePlan de manière séparée. Alors ça marche. Alors la question donc sur les postes et coffrets. Donc les postes, on peut bien sûr tracer qui sont déjà en service ou s'ils sont en attente de mise en service. Sur les coffrets, hélas, c'est une petite évolution qui doit venir là sur la fin d'année. On ne pouvait pas jusqu'à présent distinguer les coffrets existants des coffrets déjà en service. Et donc c'est une évolution qu'on doit mettre en place parce qu'on doit pouvoir les différencier. De la même façon pour les supports aussi, hein, pour distinguer les supports existants des supports donc, qui viennent d'être construits. Une autre question, donc, peut-on réaliser des modifications multiples sur plusieurs objets simultanément, comme un manière classique sous QGIS? Alors oui, ça fonctionne. Je pense qu'il faut faire attention, par contre, avec l'usage de l'outil calculatrice de champ. Ça peut parfois faire mouliner un petit peu l'outil. Mais oui, tout à fait. Alors, si je vais, par exemple, ici sur ma table jonction, donc je peux aller l'afficher la table d'attributs et je dois pouvoir ici faire de la mise à jour directement dans la table ou modifier plusieurs objets en une seule fois. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même certains champs
qui sont liés avec des scripts, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont calculées par l'application. Donc, par exemple, il ne faut pas venir modifier les champs ici qui permettent de faire la liaison avec la traçabilité matérielle. Ça pourrait faire planter l'application. Après, il suffit de relancer QGIS et réouvrir pour reprendre là où on était arrêté. Donc, des questions sur l'export PDF. Alors, voilà, hop, alors, les valeurs de terre, les codes poches, les infos poteaux, longueur TPC, etc. Donc, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, vous avez toujours le plan après travaux, le PAT, qui reste à produire aujourd'hui. C'est-à-dire que cet export PDF, donc cette vision PDF du Recostar, c'est un peu comme la vision PDF du PGOC. Il manque plein d'infos. Il n'y a pas les informations sur les poteaux, ni les valeurs de terre, etc. Donc, vous devez continuer à produire le PAT tel que vous le produisiez jusqu'ici. Et c'est à partir de celui-là que vous devez faire les réceptions sur le terrain. En revanche, voilà, il va y avoir des évolutions pour améliorer la production de l'export automatique en PDF, pour ne pas être obligé de passer, comme Sylvain le montrait tout à l'heure, avec une mise en page personnalisée. Il y a des choses qui vont être faites pour améliorer, changer le foliotage, etc., pour que ça soit voilà, facile, bien sûr, à produire. Alors, une question de Romain Rouy. Est-ce que les présentations QGIS, menu déroulant, mise en forme, est-ce que tout est automatique lors de l'utilisation de Recostar? Alors, lors de l'utilisation de Open Recostar, tout ce qui est, voilà, comme on voit ici, alors je vais prendre un objet là, je vais prendre la boîte de dérivation. Lorsqu'on est dans le monde Open Recostar, eh bien, toutes les listes déroulantes sont bien prévues, sont de base dans le logiciel. Alors, une question aussi sur les TPC. Donc, alors, TPC, c'est un terme, j'ai plus en tête, mais qui veut dire, c'est tube de protection de câble, voilà. Donc, c'est bien en polyéthylène. Donc, finalement, vous devez saisir un fourreau en polyéthylène pour un TPC. C'est le PEX, PEX haute densité. Voilà. Merci Sylvain. Là, si je redessine un, hop. On dessine un ici. Voilà, donc c'est plutôt hop, PEX. On peut peut-être à remettre d'ailleurs par défaut. Ce qui serait correct. Voilà. Eh bien voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette session de webinaire. Donc, comme j'ai pu l'indiquer au début, on aura une prochaine session qui sera un peu plus ciblée sur les erreurs que vous pouvez retrouver dans Alloy lorsqu'il y a des non-conformités, lorsqu'il y a des écarts, et sur comment les corriger dans Open Recostar, donc pour la session du 16 décembre, à la même heure. Et pour le 20 janvier, j'ai un bon espoir qu'on pourra vous présenter de nouvelles fonctionnalités d'Open Recostar liées à la mobilité pour la collecte directement sur le terrain à partir d'une tablette. Donc d'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne poursuite, une bonne découverte ou une bonne pratique autour d'Open Recostar ou d'autres logiciels, autour du Recostar en tout cas. Et je vous souhaite une très bonne journée.